Ils vous ont menti. Tout ce que vous avez vu hier soir au grand stade de Tanger n'était qu'une illusion, une mise en scène bien huillée pour les caméras du monde entier. Mais sur Alex Footfire, nous allons déchirer le rideau. Bienvenue dans l'autre demi-finale, celle que les officiels veulent déjà faire oublier. Sénégal, Égypte, un choc, un mythe. Et pourtant, une odeur de soufre plane sur cette qualification des Lions de la Teranga. Écoutez bien, car chaque seconde de ce récit est une pierre dans le jardin des puissants. Il est 20 heures, le stade brille, mais dans les entrailles de l'arène, le malaise s'installe déjà. Pourquoi les pharaons sont-ils sortis du bus avec des visages aussi sombres, aussi tendus, bien au-delà de la pression sportive? Des témoins proches du staff égyptien parlent d'une nuit de cauchemar dans leur hôtel, des bruits de travaux ininterrompus, des cris dans les couloirs. Une tentative de déstabilisation psychologique négociée dans l'ombre, et ce n'est que le début. Le premier scandale éclate avant même que le ballon ne roule. Regardez cet arrosage, cette pelouse. Pourquoi la moitié de terrain réservé aux Égyptiens était-il gorgé d'eau, presque impraticable, alors que côté sénégalais, le gazon était parfait, sec, rapide, adapté au jeu de transition de Sadio Mané. Simple hasard technique ou sabotage climatique organisé? Les experts sont formels. Une telle disparité sur 30 mètres est impossible sans une intervention humaine volontaire. L'Égypte a commencé le match avec les pieds dans la boue, au sens propre comme au sens figuré. Et que dire de ce qui s'est passé à la 10e minute, quand les caméras se fixaient sur le ballon? Moise Salah, le roi d'Angleterre, le pharaon de Liverpool, s'est arrêté net. Il a pointé ses yeux, il a pointé les tribunes, il a pointé l'injustice. Les lasers, encore eux. Le spectre de Dakar 2022 est revenu hanter Tanger, mais cette fois, c'était plus subtil, plus vicieux, des points rouges, presque invisibles à l'écran, mais qui brûlaient la rétine du capitaine égyptien à chaque prise de balle. L'arbitre a fait signe de jouer, l'arbitre a fermé les yeux. Pourquoi? Qui avait intérêt à ce que le meilleur joueur du continent soit diminué? Et puis, il y a le cas Koulibaly, le roc, le capitaine courage du Sénégal. Sa sortie à la 40e minute a été présentée comme un drame national, une blessure musculaire soudaine. Mais observez les images, observez le banc de touche sénégalais. Abdou Leissek était déjà en train de lasser ses chaussures alors que Koulibaly ne s'était même pas encore écroulé. Comment le staff pouvait-il savoir? Quel était ce secret médical si lourd que le joueur aurait dû rester au vestiaire dès le départ? On parle d'une infiltration à haut risque. Une prise de risque démentielle pour la santé d'un homme, uniquement pour sauver les apparences, pour ne pas montrer de faille avant le combat. Mais le plus troublant, le plus inexplicable, c'est ce silence assourdissant de la CAF sur les incidents en tribune. Des supporters égyptiens munis de billets valides, se seraient vus refuser l'accès au stade au profit de groupes de supporters locaux acquis à la cause des Lions, une manipulation de l'ambiance, une volonté de créer un enfer pour les visiteurs. Le football est devenu une guerre de nerfs où tous les coups sont permis, même les plus bas, même les plus invisibles. L'Égypte se sentait piégée dans une souricière de luxe au milieu d'un stade magnifique qui devenait leur prison. Chaque pas, chaque passe, chaque souffle semblait contrôlé par une volonté supérieure, une volonté qui voulait cette finale de rêve entre le tenant du titre et le pays hôte. Le scénario était-il écrit avant même que les joueurs ne foulent la pelouse? Les indices s'accumulent, les regards se croisent, les non-dits deviennent des cris. Et nous ne sommes qu'à la mi-temps. Nous n'avons pas encore abordé l'incroyable, l'inconcevable. Ce qui s'est dit dans le tunnel au retour des vestiaires, là où les masques sont tombés, là où la vérité a failli éclater en plein jour. Vous pensez que le but de Mané était le fruit du génie? Peut-être. Mais les circonstances qui ont amené cette action sont tout sauf naturelles. Restez très attentifs, car ce que je vais vous révéler dans un instant va changer votre regard sur cette Coupe d'Afrique pour toujours. On parle de communication coupée entre l'arbitre central et la VAR.
On parle de pression politique en pleine tribune VIP. On parle d'une compétition qui a perdu son âme pour vendre du spectacle. Alex Footfear ne lâchera rien. Nous avons les noms. Nous avons les preuves. Et le deuxième acte de ce scandale va vous faire trembler. Car si le Sénégal est en finale, le prix à payer pour le football africain est peut-être beaucoup trop élevé. Attendez de voir ce que nous avons découvert sur le ballon du match. Oui, le ballon lui-même, un détail que personne n'a remarqué, sauf nous. Préparez-vous, la suite est encore plus sombre, encore plus intrigante. Et elle arrive tout de suite. Le Sénégal a gagné. Mais à quel prix? Et surtout, comment? La vérité est un chemin épineux et nous allons le parcourir ensemble jusqu'au bout, jusqu'à l'explosion finale, car derrière le sourire de Sadio Mané se cache une réalité que les Égyptiens ne pardonneront jamais, jamais. Vous n'êtes pas prêts. Personne n'est prêt pour ce qui va suivre. Ce détail sur le ballon n'était que la mèche qui allait faire sauter la poudrière. Le ballon du match, ce fameux ballon officiel. Avez-vous remarqué le geste d'El Shenaoui à la 45e minute? Juste avant que l'arbitre ne siffle la pause, il a pris le cuir dans ses gants, il l'a soupesé et son regard a changé. Il a hurlé vers le 4e arbitre en montrant la valve. Ce n'était pas de la frustration, c'était de la stupéfaction. Nos sources proches de l'intendance de la CAF sont formelles. Et c'est là que le scandale prend une ampleur terrifiante. À la mi-temps, dans le secret du vestiaire des arbitres, une discussion orageuse a éclaté concernant la pression de ce ballon. Certains joueurs égyptiens se sont plaints d'une trajectoire flottante anormale, comme si le ballon avait été surgonflé ou modifié pour favoriser les frappes lointaines, les frappes sèches. La spécialité des attaquants sénégalais, alors qu'on sait que le jeu égyptien repose sur le toucher, la finesse, le contrôle, cela semble dérisoire. Mais à ce niveau de compétition, un demi-bar de pression en trop peut changer le destin d'une nation et l'arbitre a refusé de changer le jeu de ballon. Il a invoqué le règlement. Mais quel règlement interdit la vérification du matériel quand l'intégrité du jeu est en jeu? Ce refus catégorique cachait-il autre chose? Mais laissons le ballon de côté un instant, car ce qui s'est passé dans le tunnel au retour des vestiaires est bien plus grave, bien plus sombre. Les caméras du broadcaster officiel ont été détournées. Nous avons vu des plans du public, des plans aériens de Tanger la nuit, mais pourquoi n'avons-nous pas vu la sortie des joueurs? C'est simple, parce qu'une altercation a eu lieu, pas entre les joueurs, non, c'est trop classique, mais entre des membres de la sécurité du stade et le staff technique des Pharaons. On parle d'intimidation physique. Un membre du staff égyptien aurait été bloqué, empêché de rejoindre le banc à temps pour la reprise, sous prétexte d'une accréditation non visible, alors qu'il la portait autour du cou depuis 2 heures, une tactique de déstabilisation mesquine, digne d'un match de quartier, mais organisée dans l'une des plus belles enceintes du monde. Le message était clair, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes en territoire hostile. Et le pire, c'est que l'arbitre a donné le coup d'envoi de la seconde période alors que le banc égyptien n'était pas encore au complet. Une violation flagrante du protocole, une manque de respect total. Mais cela n'était que l'apéritif avant le plat de résistance, la VAR. Ce merveilleux outil censé garantir la justice est devenu ce soir-là l'instrument du crime parfait. Souvenez-vous de la 62e minute, cette action litigieuse dans la surface sénégalaise. Trezeguet s'infiltre, il est touché, il y a contact, tout le monde le voit, le stade retient son souffle, l'arbitre porte la main à l'oreille, le geste universel, il écoute, il attend, mais ce que vous ne savez pas, ce que personne ne vous a dit, c'est qu'à cet instant précis, il n'y avait personne au bout du fil. Silence radio, écran noir, nos informateurs dans le car, régies sont catégoriques. Il y a eu une coupure du flux vidéo entre le stade et la salle de visionnage pendant exactement 90 secondes. 90 secondes cruciales où l'arbitre était seul au monde, il a fait semblant d'écouter, il a mimé le dialogue avec ses assistants, alors qu'il ne recevait que du Larsen dans son oreillette.
Pourquoi cette panne technique survient-elle toujours au moment clé? Est-ce de l'incompétence ou du génie maléfique? Comment une technologie à plusieurs millions de dollars peut-elle faillir exactement quand l'Égypte réclame un penalty? La coïncidence est trop grosse pour être avalée sans s'étouffer. Et pendant ce temps, dans la tribune VIP, les téléphones chauffaient, des regards appuyés s'échangeaient entre certains dignitaires de la CAF et les représentants locaux. On a vu des messages circuler, des chuchotements nerveux. Était-ce la peur de voir le scénario idéal s'effondrer, la peur de voir une finale Sénégal-Maroc ou Sénégal-pays hôte nous échapper? Car il faut se rendre à l'évidence, une finale avec l'Égypte n'arrangeait pas le business. L'Égypte gagne trop souvent. L'Égypte est le géant qu'on veut voir tomber. Le narratif vendu aux sponsors, c'était le choc des lions, pas le retour des pharaons. Et sur le terrain, les joueurs égyptiens commençaient à comprendre. Ils sentaient que le vent ne tournait pas naturellement. Il y avait comme un mur invisible devant eux. Chaque faute sifflée contre eux était sévère. Chaque faute en leur faveur était oubliée. Le carton jaune donné à Mostafa Mohamed pour contestation était un message. Taisez-vous et jouez. Acceptez votre sort de victimes expiatoires. Mais le moment le plus glaquant, celui qui prouve que tout ceci était écrit à l'avance, c'est la sortie de Sadio Mané, pas sa sortie du terrain, non, mais ce petit échange qu'il a eu avec l'arbitre de touche juste avant de tirer son coup franc. Regardez les images au ralenti. Lisez sur les lèvres, si vous le pouvez. Il y a une complicité, un sourire gêné de l'homme en noir, comme s'il partageait un secret, comme si l'arbitre lui disait « c'est maintenant ou jamais champion ». C'est une honte absolue pour l'éthique sportive. On ne peut pas accepter que l'arbitrage soit aussi familier avec les stars. Cela crée un climat de suspicion légitime et les Égyptiens ont craqué, non pas physiquement, mais nerveusement. Ils ont vu le piège se refermer. Ils ont vu les ramasseurs de balles ralentir le jeu quand le Sénégal menait. Ils ont vu les balles disparaître mystérieusement des bords du terrain pour empêcher les relances rapides. C'était un sabotage systématique du rythme, orchestré minutieusement. Et que dire de ce drone? Ce drone qui a survolé la surface de réparation égyptienne à basse altitude pendant un corner sénégalais, distrayant le gardien, brisant sa concentration. Qui pilotait ce drone? Pourquoi la sécurité n'a-t-elle rien fait? Était-ce un simple jouet de spectateur ou un outil de guerre psychologique? Les questions s'accumulent et les réponses sont terrifiantes, car elles pointent toutes vers une seule direction, celle d'une manipulation globale. On a voulu faire de ce match une exécution publique, mais l'Égypte a résisté. L'Égypte s'est battue contre 12 hommes, contre 13 si on compte la VAR défaillante. Et c'est là que nous arrivons au point de non-retour, le moment où le match a basculé dans l'irréel. Le but sénégalais, analysons-le ensemble, pas la frappe, mais l'action au départ. Il y a une faute évidente au milieu de terrain sur El Neni, un tacle par derrière qui aurait de valoir un rouge, ou au moins un coup franc. L'arbitre était à 2 mètres. À 2 mètres, il a vu l'impact. Il a entendu le bruit des crampons sur le tibia. Et pourtant, il a fait signe de jouer avantage. Quel avantage? El Neni était au sol, se tordant de douleur. Le ballon a été récupéré par le Sénégal dans la confusion. Et 10 secondes plus tard, il était au fond des filets. Ce but est taché. Il est taché par l'aveuglement volontaire d'un homme qui avait mission de laisser jouer, de ne pas interrompre le flux du destin. Les Égyptiens ont entouré l'arbitre après le but. Ils ont hurlé au vol, mais leur colère s'est heurtée à un mur de glace. Aucune vérification VAR pour la faute au départ de l'action, alors que le règlement l'exige. Pourquoi? Parce que la VAR ne fonctionnait pas à ce moment-là, ou parce qu'on a décidé qu'elle ne devait pas fonctionner. C'est trop facile, c'est trop grossier. C'est une insulte à l'intelligence des millions de téléspectateurs et nous, sur Alex Footfire, nous ne pouvons pas nous taire. Nous avons recueilli le témoignage d'un technicien du stade, un témoignage sous couvert d'anonymat. Il affirme avoir reçu l'ordre de ne pas repasser certains ralentis sur l'écran géant du stade pour ne pas enflammer la foule, pour ne pas montrer l'évidence de l'erreur. C'est de la censure, pure et simple.
On nous cache la vérité. On nous vend un produit frélaté. Le Sénégal est une grande équipe. Ils n'avaient pas besoin de ça. Mais ce soir-là, ils ont bénéficié d'une clémence, d'une protection quasi divine, ou plutôt quasi politique. Et ce n'est pas fini, car la fin du match nous réservait une dernière surprise macabre. Le temps additionnel, combien de temps a été perdu en seconde période avec les blessures, les changements, la pseudo-vérification VAR, les contestations. Les experts s'accordent à dire qu'il y avait au moins 8 à 10 minutes d'arrêt de jeu. Le quatrième arbitre a levé son panneau. 4 minutes, seulement 4 minutes. C'est une blague, une sinistre blague. C'était le clou final dans le cercueil des espoirs égyptiens. On leur a volé le temps. On a raccourci leurs chances de survie, comme si on voulait abréger leur souffrance, ou s'assurer que rien ne viendrait gâcher la fête prévue. L'arbitre a sifflé la fin, alors que l'Égypte lançait une dernière contre-attaque. Il a coupé l'action en plein vol. C'est un classique de l'arbitrage maison, mais là, c'était exécuté avec un cynisme froid, implacable. Les joueurs égyptiens se sont effondrés, non pas de fatigue, mais de dégoût. Ils ont compris que le match n'avait jamais été équitable, que les dés étaient pipés dès leur arrivée à l'aéroport. Et maintenant, alors que la fête bat son plein dans les rues de Dakar et de Tanger, une question reste en suspens, une question qui hante les couloirs de la CAF. Qu'est-il advenu du rapport de l'observateur du match, ce document confidentiel qui recense tous les incidents? Nous savons qu'il a été rédigé. Nous savons qu'il contient des détails accablants sur l'organisation et l'arbitrage, mais il a disparu, volatilisé, enterré dans les archives ou détruit. Mais sur Alex Footfire, nous avons la mémoire longue et nous avons des amis partout. Dans le prochain et dernier épisode de cette saga explosive, nous allons vous révéler le contenu de ce rapport fantôme et surtout, nous allons vous parler de l'après-match, de la bagarre dans la zone mixte que personne n'a vue, des menaces proférées contre Salah et de cette réunion secrète à l'hôtel de la CAF à 2 heures du matin, là où l'avenir du football africain s'est joué sur une table de poker. Restez branchés, car la vérité finale va vous faire douter de tout ce que vous croyez savoir sur le football. Ce n'est plus du sport, c'est du thriller et vous êtes aux premières loges. À suivre tout de suite. Vous pensez avoir tout entendu. Vous pensez que l'horreur s'est arrêtée au coup de sifflet final, mais vous êtes si loin de la vérité. Ce qui s'est passé après le match dépasse l'entendement. C'est là que le football a cessé d'exister pour laisser place à une guerre de tranchées où tous les coups sont permis. Bienvenue dans la zone d'ombre, la zone mixte. Cet endroit, censé être un lieu d'échange entre joueurs et journalistes, est devenu ce soir-là le théâtre d'une bataille rangée dont aucune image n'a filtré. Pourquoi? Parce que, comme par magie, le système de vidéosurveillance du couloir C s'est éteint pendant 20 minutes, juste après la sortie des Égyptiens. Mais les oreilles, elles, ont entendu des témoins oculaires, des membres du petit personnel du stade que personne ne remarque, nous ont décrit des scènes d'une violence inouïe. Ce n'étaient pas de simples insultes, c'était une embuscade. Des membres de la sécurité locale auraient provoqué le staff égyptien. Des mots ont été dits sur leur famille, sur leur pays. Des provocations ciblées pour pousser à la faute, pour pousser les pharaons à repliquer physiquement et ainsi justifier de futures sanctions. Nous savons que le gardien remplaçant de l'Égypte a été retenu par 3 personnes alors qu'il voulait simplement récupérer un sac d'équipement. C'était un guet-apens. Une humiliation organisée jusque dans les coulisses pour briser le moral d'une équipe déjà à terre. Et le plus grave, c'est que des officiels de la CAF passaient par là. Ils ont vu les bousculades, ils ont vu la haine dans les yeux. Et qu'ont-ils fait? Ils ont baissé la tête, ils ont accéléré le pas vers leur voiture avec chauffeur, comme s'ils avaient reçu l'ordre de ne rien voir, de ne rien signaler. Cette lâcheté est la preuve ultime de leur complicité. Ils savaient ce qui allait se passer. Ils l'avaient peut-être même validé dans un bureau climatisé quelques heures plus tôt. Et cela nous amène à cette fameuse réunion secrète, celle dont tout le monde parle à demi-mot, mais que personne n'ose révéler. Il est 2 heures du matin, l'adrénaline du match est retombée, mais à l'hôtel Rixos,
dans une suite privatisée au dernier étage. Les lumières sont encore allumées. Qui était là? Nous avons les noms et ils vont faire trembler les murs de l'instance africaine. Il y avait là 2 hauts dignitaires de la CAF, un représentant influent de la Fédération sénégalaise et un homme d'affaires étranger lié au droit télé. Que faisaient-ils ensemble à cette heure tardive? Ils ne fêtaient pas la victoire. Non, ils négociaient l'avenir. Nos sources nous rapportent qu'un accord a été scellé cette nuit-là. Le pacte de Tanger. L'Égypte devait perdre, non pas parce qu'elle était moins forte, mais parce que sa défaite ouvrit la voie à une nouvelle ère de sponsoring, le Sénégal champion. C'est l'image d'une Afrique nouvelle, une image plus vendeuse pour les marchés occidentaux que l'éternel vainqueur nord-africain. C'était du marketing politique, pur et dur. On a sacrifié l'équité sportive sur l'autel du profit. Il a été question de soutien pour l'attribution de la prochaine CAN, d'échange de votes pour le comité exécutif. C'est là, entre le fromage et le dessert, que le sort de millions de supporters égyptiens a été scellé définitivement. Salah pouvait dribbler qui il voulait. Il ne pouvait pas dribbler un contrat signé dans l'ombre. Et ce n'est pas tout. On parle d'une valise qui aurait changé de main dans le parking souterrain de l'hôtel au petit matin. Que contenait-elle? Des documents, de l'argent ou peut-être les enregistrements compromettants de la VAR disparue du stade. Le mystère est épais, mais l'odeur de la corruption est si forte qu'elle en devient suffocante. Revenons au rapport fantôme. Ce rapport de l'observateur du match dont je vous parlais, nous avons réussi à obtenir des fragments de ce document. Ce que nous avons lu est accablant. L'observateur, un homme intègre qui a depuis été écarté de toutes les compétitions officielles, avait tout noté. Il avait noté l'état déplorable de la pelouse côté égyptien. Il avait noté les 3 pannes inexpliquées du système de communication des arbitres. Il avait même noté, et écoutez bien cela, la présence de personnes non accréditées dans le vestiaire des arbitres à la mi-temps. Qui étaient ces intrus? Que sont-ils venus dire à l'arbitre central pendant la pause? Des menaces, des promesses? Le rapport indique clairement que l'arbitre est ressorti du vestiaire, visiblement agité et en sueur, alors qu'il faisait 20 degrés. Ce rapport a été envoyé au siège de la CAF le lendemain matin à 08h. À 09h, il avait été effacé du serveur central. Supprimé, disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Mais l'observateur a gardé une copie papier, une copie qui circule aujourd'hui sous le manteau et qui pourrait faire tomber des têtes si elle était rendue publique dans son intégralité. Pourquoi la CAF a-t-elle si peur de la vérité? Parce que ce rapport prouve que l'incompétence n'était pas accidentelle, elle était systémique, elle était voulue. Chaque erreur d'arbitrage était un rouage d'une machine bien huilée destinée à broyer l'espoir égyptien et à propulser le Sénégal vers le sommet. C'est un scandale d'État, un Watergate du football africain. Et pendant ce temps, que devient Mohamed Salah dans tout ça? Pourquoi est-il resté si silencieux après le match, lui, d'habitude, si prompt à défendre ses couleurs? La réponse est terrifiante. Des menaces auraient été proférées à son encontre. Pas des menaces sportives, mais des menaces sur sa carrière internationale. On lui aurait fait comprendre que s'il parlait trop fort, s'il dénonçait le complot, des dossiers pourraient sortir, des fausses accusations, des scandales fabriqués de toutes pièces pour salir son image en Angleterre et dans le monde. On a voulu le museler, on a pris en otage sa réputation pour protéger le mensonge. C'est une méthode mafieuse, digne des pires régimes. Salah a compris le message, il a vu la peur dans les yeux de ses coéquipiers. Il a choisi de protéger son groupe plutôt que de se lancer dans une guerre perdue d'avance contre des institutions puissantes et invisibles, mais son regard ne trompe pas. Regardez les photos de son départ à l'aéroport. Ce n'est pas de la tristesse, c'est du dégoût, un dégoût profond pour ce jeu qu'il aimait tant et qu'il a trahi. Il sait qu'il n'a pas perdu contre 11 hommes. Il a perdu contre un système, contre une pièce de théâtre dont il était le seul acteur à ne pas connaître le scénario. Nous arrivons au terme de cette enquête et la conclusion est amère. Ce match Sénégal-Égypte restera dans l'histoire.
pas pour la beauté du jeu, pas pour le but de Mané, mais comme le symbole de la déchéance morale de nos institutions. Ils ont volé le rêve d'une nation, ils ont manipulé la passion de millions d'Africains pour servir des intérêts obscurs, mais ils ont commis une erreur, une seule. Ils ont sous-estimé le pouvoir de la vérité, ils ont sous-estimé la mémoire des supporters, et surtout, ils ont sous-estimé Alex Footfire. Nous ne sommes pas des journalistes accrédités qui mangent dans leurs mains. Nous sommes la voix du peuple, la voix des sans-voix. Nous garderons ce dossier ouvert. Nous continuerons à creuser, à traquer le moindre indice, la moindre faille, jusqu'à ce que les masques tombent définitivement. Ce que vous venez d'entendre n'est que le début. D'autres témoignages arrivent. D'autres preuves sont en cours d'analyse. Le feu ne fait que commencer. Si vous aimez le football, le vrai, celui qui se joue à la loyale, sur le terrain et pas dans les bureaux, alors vous devez partager cette vidéo. Partagez-la avant qu'elle ne soit censurée. Partagez-la pour que le monde sache ce qu'ils ont fait ce soir-là à Tanger. Abonnez-vous maintenant. Activez la cloche, car la prochaine révélation concernant le gardien sénégalais va faire l'effet d'une bombe atomique. Ils pensent avoir gagné, mais le match de la vérité ne fait que commencer. Et nous jouons à domicile. À très vite sur Alex Footfire. La vérité, rien que la vérité, aussi brûlante soit-elle.